bon, voilà, on n'y fait jamais allusion. Alors on pourrait dire que c'est parce que c'est un petit pays et qu'évidemment on ne peut pas tout enseigner, mais il se trouve que ce qui s'est passé en Grèce à ce moment-là et que je raconte dans mon livre, c'est aussi très très important pour comprendre les débuts de la guerre froide. Et la guerre froide, c'est pas rien, c'est quand même ce qui a marqué toute la seconde moitié du XXe siècle, en Europe notamment, mais pas uniquement. Alors, de quoi s'agit-il? Le titre, c'est donc de la résistance à la guerre civile, et ça veut donc dire, et donc pour beaucoup de gens, c'est une révélation, pas forcément pour vous qui êtes ici, mais voilà, il y a eu donc en Grèce, il y a eu d'autres livres d'ailleurs, puisque je vois que Joëlle Dallègre est là, elle en parle dans son livre. Il y a eu une résistance en Grèce qui a été très très importante, qui a duré pas mal de temps, puisque la Grèce a été envahie par les Allemands en avril 1941, et la libération n'a eu lieu qu'en octobre 1944. Donc ça fait plus de 3 ans d'une résistance à une occupation allemande qui, je dois dire, en plus a été particulièrement barbare. C'est terrible ce qui s'est passé, il y a eu des villages entiers qui ont été ruinés, les gens qui avaient aidé les partisans pendus à l'entrée du village, les maisons brûlées, enfin c'est vraiment terrible, c'est une occupation. Si vous voulez, un petit peu comme ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, il y a eu des choses comme ça par dizaines en Grèce. Voilà. Alors cette résistance, elle s'est développée à la fois dans les villes, où il y a eu des manifestations monstres, et en plus qui ont eu des résultats, puisque la Grèce est pratiquement le seul pays d'Europe où les Allemands n'ont jamais pu imposer le service du travail obligatoire. Et ça aussi c'est assez inimaginable. On voyait des jeunes gens qui se précipitaient sur les tanks au risque de leur vie, et il y en a beaucoup effectivement qui sont morts comme ça. Et c'est raconté notamment par celui qui était à ce moment-là le directeur de l'Institut français d'Athènes, qui s'appelle Roger Milliax, qui a raconté ça, qui dit mais c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et il dit Athènes, c'était la première capitale résistante d'Europe pendant la guerre. Alors donc ça c'est la résistance dans les villes, mais dans les montagnes également, il y a eu une résistance magnifique, alors que vous imaginez mieux vraisemblablement les partisans, qui est arrivé quand même à libérer une grande partie de la Grèce, presque la moitié je dirais, alors surtout c'est vrai dans les zones montagneuses où les Allemands avaient plus de difficultés à s'imposer, mais non seulement donc ces régions-là ont été libérées, mais par-dessus le marché, le mouvement de résistance grecque qui s'appelle donc, enfin le principal mouvement de résistance grecque qui s'appelle l'EAM, Front de Libération Nationale, ça veut dire, est arrivé à instituer un véritable contre-État avec une auto-administration des villages, avec des tribunaux populaires, avec des églises qui fonctionnaient, des moyens de transport qui fonctionnaient. Quelque chose d'assez inimaginable, effectivement. Et cette résistance a été suffisante pour immobiliser pas mal de troupes allemandes, et donc ont rendu objectivement des grands services aux Anglais, qui d'ailleurs, à plusieurs reprises, ont félicité les partisans grecs. Et pourtant, et c'est donc le sujet essentiel de mon livre, en décembre 1944, donc 2 mois après la libération, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a eu lieu en octobre, Athènes est bombardée par les Britanniques sur ordre de Churchill, comme on dit souvent par terre, par mer et par air, c'est-à-dire il y avait des tanks dans les rues, il y avait des bateaux qui tiraient du golfe de Falher, et puis des avions qui passaient en rase-motte, en soi-disant ciblant les nids, si on peut dire, de partisans, mais qui évidemment faisaient beaucoup de victimes également dans la population civile. Au point que, à l'époque, où par contre on en a beaucoup parlé, ça a suscité un émoi extraordinaire, aussi bien en Angleterre même, où il y a eu des débats très importants, enfin, vraiment très violents à la Chambre des communes, et puis dans la presse évidemment, et la presse de tout le Commonwealth en fait, et puis aux États-Unis, et puis en France aussi, où on avait une presse qui était la presse issue de la résistance, et où il y a eu énormément d'articles là-dessus, notamment un très bel éditorial d'Albert Camus, qui dirigeait le journal Combat. Voilà. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que pour faire cette
cet exploit, Churchill a détourné des troupes du front italien, parce que la guerre continuait, hein, la guerre n'était pas du tout finie en décembre 1944. Et donc, il y avait toujours des combats sur le front italien qui, en plus, n'avançaient pas. C'était une période très difficile pour la guerre. Il y avait des combats terribles dans les Ardennes, où les nazis, enfin les Allemands avaient relancé une très très grande offensive qui piétinait totalement. Le front italien n'avançait pas non plus. Et pourtant, Churchill n'a pas hésité à détourner une partie des troupes pour aller bombarder Athènes, ville alliée, ville où il y avait une résistance extraordinaire, etc. Donc, voilà. Alors évidemment, à l'époque on a très bien compris pourquoi, mais aujourd'hui, quand on dit ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que cette EAM, donc, dont je vous donnais le nom tout à l'heure, la principale organisation de résistance, était, comme beaucoup de mouvements de résistance en Europe, composée de communistes d'une part, mais pas seulement, il y avait aussi des petits partis socialistes. Et que ce soit les communistes, que ce soit les petits partis socialistes, ils voulaient tous des changements économiques, sociaux et politiques importants. Pas simplement libérer le pays, mais changer les choses, puisque ces choses avaient abouti à cette guerre terrible. Et c'est la même chose, donc, j'ai peut-être déjà dit, excusez-moi, que dans beaucoup d'autres mouvements de résistance, comme en France d'ailleurs, hein, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Et en Grèce, ces changements étaient particulièrement nécessaires, vu que, d'une part, le pays était encore extrêmement pauvre, rien à voir avec la Grèce d'aujourd'hui. Hein, c'est un pays dans les montagnes, il y avait des villages totalement inaccessibles, même encore en 62 d'ailleurs, hein, quand j'y suis allée la première fois. Il y avait beaucoup de villages où on n'accédait que par sentier muletier. Bon, alors, de l'analphabète, je passe sur, parce que je ne veux pas garder la parole trop longtemps. Donc, un pays encore très pauvre d'une part, et un pays qui, avant la guerre, avait connu une dictature. Il y avait eu un général, Métaxas, qui, sous la protection du roi, c'est important, d'ailleurs, c'est une monarchie, la Grèce, hein, à ce moment-là, et une monarchie d'ailleurs d'origine allemande, je le signale quand même, parce que ça aussi, on pourra en redire un mot. Donc, une monarchie d'origine allemande et un dictateur qui avait imposé un régime, un petit peu, disons, comme l'Italie de Mussolini. C'est pas plus proche de l'Italie de Mussolini que de l'Allemagne nazie. Or, dans les années 40, c'est encore la Grande-Bretagne qui domine la Méditerranée, qui est la mer britannique, parce que, évidemment, c'est là encore la route des Indes, hein, l'Inde est encore colonie britannique, donc. Et la Grèce, évidemment, occupe une position tout à fait stratégique, avec notamment l'île de Crète, mais pas uniquement, hein, l'ensemble des îles grecques. Voilà. Alors, donc, après, la suite est facile à comprendre. Churchill, et le Foreign Office aussi, hein, mais Churchill a joué un rôle personnel particulièrement important et particulièrement cynique, d'ailleurs. Donc, la Grande-Bretagne ne veut absolument pas qu'il y ait de changement dans l'ordre des choses en Grèce. Et Churchill, donc, comme je vous le disais, a un rôle personnel important en ce sens que il tenait absolument à maintenir ce roi, qui était détesté de la population à cette époque-là. Depuis longtemps d'ailleurs, la monarchie, mais plus ou moins. Mais à cette époque-là, le roi était vraiment au nid de la population, et Churchill a vraiment insisté jusqu'à la fin, en refusant de céder quoi que ce soit là-dessus, et en faisant preuve d'un entêtement personnel, et je dirais même d'un caprice absolument inouï. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il a procédé, Churchill ? Pendant toute la résistance, il a cherché à nuire à l'EAM. Alors, je passe sur les moyens, ça vous les lirez, j'espère, dans mon livre, mais ce serait trop long. Et donc, mais en gros, en essayant de diviser, de susciter d'autres mouvements de résistance, d'en encourager d'autres qui étaient nés aussi et qu'il a essayé de mettre sur cette voie de soutien à la monarchie. Et malgré tous les efforts de Churchill, à la Libération, l'EAM, hélas, puisque l'hélas c'est son bras armé, l'armée populaire, l'EAM, hélas, était présent sur pratiquement tout le territoire grec, qu'il avait d'ailleurs contribué à libérer. Les Allemands sortiraient en grande partie d'eux-mêmes, parce que comme l'armée rouge descendait par la Bulgarie, ils ont été obligés de s'en aller, mais l'EAM, hélas, évidemment, a tout fait pour gêner leur retraite. Voilà.
Et non seulement les Ham étaient présents sur la plus grande partie du territoire, mais par-dessus le marché, les Ham étaient appuyés par la population, c'est-à-dire que c'était vraiment un mouvement de masse, un mouvement très majoritaire. Et c'est la raison pour laquelle Churchill a voulu en terminer avec cette force qui pouvait s'opposer à ses desseins. Et ça a donné lieu donc à des combats qui ont duré quand même 33 jours. Et c'est quelque chose d'assez phénoménal d'ailleurs quand on y pense, parce que face à ces troupes britanniques qui ont été jusqu'à 75 000 hommes, face aux milices, parce qu'en Grèce, le gouvernement collaborateur avait créé des milices qui travaillaient avec les Allemands contre les Ham et Las, et les Anglais ont carrément réarmé ces milices qu'ils avaient soi-disant mises en prison. Ils les ont réarmées, ils les ont mises dans le combat, et ça veut dire qu'ils se sont servis des collaborateurs pour frapper les résistants, ce qui est quand même quelque chose d'absolument inimaginable. Et donc, malgré ce déséquilibre de force humaine déjà, de force de feu, c'est même pas la peine d'en parler. Vous imaginez bien que les partisans n'avaient pas de tanks, n'avaient pas d'avions, ils combattaient avec des... Alors moi les armes, je crois des fusils mitrailleurs, et puis des cocktails Molotov, ils ont utilisé des méthodes, enfin bon, voilà, mais enfin je veux dire, le déséquilibre était énorme. Ils ont tenu quand même 33 jours au prix d'un épuisement terrible, mais évidemment la défaite était inévitable. Alors il faut quand même que je précise un peu les choses, parce que Churchill a dit « Ah mais... il fallait bien que je fasse ça parce que les communistes voulaient prendre le pouvoir. » Et parce que bien entendu, pour lui, les Ham, c'était que les communistes, alors que c'était pas vrai, il y avait d'autres mouvements, et les autres mouvements ont joué un rôle réel. Hein. Souvent on dit, ah bah oui, les communistes ont noyauté, ou je sais pas quoi, mais là c'est pas le cas. Les alliés socialistes dans le front ont joué un rôle important. Donc les bandits, les communistes ont voulu faire un coup de force. Et c'est ce que vous trouvez si vous lisez des ouvrages français sur la guerre froide actuelle, c'est la version que vous trouverez. Hein, c'est-à-dire, ah bah oui, Churchill, homme de décision, a mis fin au coup de force communiste. Et il se trouve que c'est pas vrai du tout, parce que s'ils avaient voulu le faire, ils pouvaient très bien le faire, prendre le pouvoir. Notamment quand les Allemands sont retirés en octobre 1944, avant que les troupes anglaises débarquent, il y a eu plusieurs jours où ils auraient très bien pu prendre le pouvoir. Et même les adversaires de Liam le reconnaissent, ils disent « bah oui, tiens, pourquoi ils n'ont pas pris le pouvoir ?» Alors, ils ont une explication, mais sur laquelle je ne m'étends pas là-dessus, parce qu'elle n'est pas valable non plus. Bon. Or, donc, non, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que, en fait, la stratégie de Liam était une stratégie tout à fait légaliste, c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, et ils avaient d'ailleurs pour cela participé à un gouvernement d'union nationale sous la houlette du roi, ils avaient même accepté ça, leur désir était tout simplement qu'après la guerre, il y ait des élections, et évidemment, ils espéraient bien gagner les élections parce qu'ils représentaient effectivement une majorité de la population et qu'ils avaient un programme qui était... donc un programme de changement, un petit peu comme le CNR en France, si vous voulez, enfin pour simplifier. Et qui a préparé un coup de force? C'est pas du tout les Ham, c'est Churchill. Parce que ce coup de force-là de décembre 1944, ce débarquement des troupes britanniques, alors que c'est plus utile, les Allemands sont partis, il l'a programmé un an auparavant. Un an auparavant, alors pour des raisons, pourquoi un an auparavant? Parce qu'il s'est passé des choses un peu que j'ai pas le temps de vous raconter, mais dès l'été 1943, il envoie une note à son chef d'état-major en disant « je vous préviens, quand les Allemands se retireront de Grèce, il faudra envoyer un corps expéditionnaire. » Alors il avait déjà commencé à prévoir tant de parachutistes, tant ci et ça. Voilà. Alors, la conséquence donc de cette histoire, c'est que évidemment, les partisans n'ont pas pu tenir éternellement, et que donc ils ont, au bout de 33 jours de combat, ils se sont retirés d'Athènes. Il y a eu diverses négociations, et en février 1945, par l'accord de Valkyza, ils acceptent de rendre les armes. Alors pourquoi pas? D'ailleurs, les Ham au départ avaient dit, bien sûr, on rend les armes. Simplement, il faut aussi que les autres rendent les armes. Les autres, c'était ces
milice collaboratrice dont je vous ai parlé, qui, alors que les Allemands étaient partis d'Athènes, continuaient en toute impunité à circuler dans la ville, armés jusqu'aux dents, à assassiner des gens dont on savait qu'ils étaient partisans de Léam. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, les résistants ont rendu les armes, mais les autres non. Et inévitablement, eh bien, ça s'est traduit par une terreur. Ce qui a suivi, ça a été une terreur blanche, si vous voulez, c'est-à-dire que les milices, enfin, il y a eu des bandes aussi, carrément de brigands qui se sont acharnés sur les résistants, qui ont été persécutés, leurs champs pillés, les familles aussi. Il y a eu plein d'assassinats, bon, voilà. Et dans cette atmosphère de terreur, un peu plus tard, mais nettement plus tard quand même, parce qu'on a retardé pour être sûr, enfin, je veux dire, le gouvernement mis en place par Churchill a retardé autant que possible les élections pour être sûr d'arriver à son résultat. Et effectivement, en mars 1946, il y a eu des élections totalement truquées. Inutile de vous dire que pour vous inscrire sur une liste électorale quand vous êtes connu comme partisan de Léam, c'était plutôt mission impossible. Et en plus, les communistes et les socialistes qui faisaient partie de Léam, plus d'ailleurs simplement les démocrates, qui ne pouvaient pas faire campagne dans ces conditions. Il n'y a pas que Léam qui s'est abstenu. Donc ils se sont abstenus, ils n'ont pas participé aux élections, ce qui était vraisemblablement d'ailleurs une erreur. Et le résultat, c'est que, évidemment, la droite a eu une majorité apparente, et qu'à partir de là, Churchill a pu dire, vous voyez, il y a maintenant un gouvernement légal en Grèce. Mais, pour la Grèce, ça a représenté quoi? Ça a représenté, en fait, ces événements, c'est l'inauguration de 30 ans de régimes quasi dictatoriaux. Ça a été suivi d'une guerre civile qui a duré 3 ans. Ensuite, il y a eu des régimes à façade parlementaire, mais où on continuait à déporter dans ces belles îles grecques. C'était des lieux de déportation à l'époque, où on envoyait les anciens résistants, ceux qui avaient participé à la guerre civile aussi après. Voilà. Dans tous ces événements, il faut aussi signaler que c'est plus les Anglais qui sont à la tête des choses, mais les Américains qui sont arrivés, qui ont relayé les Anglais, qui n'arrivaient plus, parce que la droite grecque était tellement était impuissante en fait face à ce mouvement qui continuait à exister malgré les persécutions. Et donc finalement, en 1947, c'est les Américains qui ont pris le relais. En plein milieu de la guerre civile. Et bon, je voudrais quand même vous dire une chose, parce que c'est tellement étonnant qu'en général c'est pas du tout connu, mais c'est en Grèce qu'on a commencé à utiliser le napalm sur les montagnes grecques qui se trouvent au nord-ouest, en Épire notamment. Donc voilà, alors défaite des partisans, encore à la guerre civile, des régimes ensuite qui sont quasi dictatoriaux, une vraie dictature de 67 à 74 avec les colonels. Celle-là, elle est plus connue en France parce qu'elle a été précédée de l'assassinat de Lambrakis qui est raconté dans le film de Costa Gavras, Z. Voilà. D'autre part, dernier point, je termine là-dessus. Eh bien, ces événements de décembre 44, on peut dire que c'est le début de la guerre froide. Et on comprend d'ailleurs pourquoi c'est souvent occulté, c'est que, bon, quand on dit guerre froide, on dit oui, Staline a voulu instaurer sa domination sur l'Europe de l'Est. C'est vrai, d'ailleurs, c'est incontestable, je ne veux pas dire le contraire. Mais disons que ce n'est pas le seul, et que du côté occidental, il s'est passé également des choses qui sont extrêmement graves, parce que même si c'est sur un petit pays, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable, enfin, d'utiliser les collaborateurs pour massacrer des résistants et instaurer en Grèce un régime qui n'était pas du tout celui que voulait la population. Et de ce point de vue-là, je termine avec 2 coïncidences qui sont tout de même remarquables, et c'est pour ça que par rapport à l'histoire de la guerre froide, on ne peut pas enseigner la guerre froide si on ignore tout ça. Le jour où est signé l'accord de Valkyza,
où les partisans rendent les armes, c'est le jour même où, à Yalta, Churchill, Roosevelt et Staline signent la déclaration sur l'Europe libérée qui dit « Il faut reconnaître au peuple le droit de décider de leur propre sort ». Quand même extraordinaire. Et deuxième coïncidence, le fameux discours de Fulton de Churchill, qui, c'est le fameux discours du rideau de fer, dans lequel il dit « Un rideau de fer s'est abattu au milieu de l'Europe. À gauche, la liberté, à l'ouest, la liberté, la démocratie, à l'est, la dictature et les gouvernements policiers. » Et ben, c'est exactement. Et il dit à l'est, seule exception, la Grèce, où viennent se dérouler ces élections dans cette atmosphère de terreur, ces élections totalement frauduleuses. Voilà. Donc en gros, le sujet de ce livre, et donc vous comprenez pourquoi j'ai voulu le faire, parce que parce que ces événements ne sont pas connus, et sont même, je dirais, volontairement occultés, très souvent. Voilà, dans les livres, dans beaucoup de livres sur la guerre froide. Voilà. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Guisan et puis après la parole sera à la salle. Alors, moi je viens de Suisse, vous allez le constater tout de suite à mon accent, mais ma mère est grecque, mais grecque d'Asie mineure. Donc elle est venue en Suisse dans les années 20, au moment où il y a eu un grand échange de population entre les Grecs de Turquie, enfin de la Turquie moderne, et les Turcs ou les turcophones de la Grèce aussi moderne. Donc, je suis née entre ces deux identités, élevée suisse, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas tellement de multiculturalisme. Donc, pour moi, mes racines grecques ont été une conquête, si vous voulez. Mais, bon, qui a duré une trentaine d'années. J'ai une maison en Grèce. J'étais journaliste. J'écris plutôt des livres qui ne sont pas... Ce livre, pour moi, il n'est pas totalement journalistique. C'est-à-dire que c'est plutôt un livre personnel où il n'y a pas une recherche systématique, il n'y a pas un travail historique. C'est des portraits à deux vitesses de jeunes rencontrés le plus souvent par hasard. Et la plupart des portraits sont suivis de textes plus ou moins longs qui donnent le contexte dans lequel ils vivent. Donc c'était ça le projet de départ. J'ai travaillé avec deux photographes jeunes, eux-mêmes aux identités mixtes. C'est-à-dire qu'un des deux, dont malheureusement il y a que deux images parce que le concept est un peu flou, il est grec et suisse, et l'autre, elle est espagnole, vivant au Tessin, donc italophone, et vivant à Zurich, mais italophone par son père. Voilà, bref. Juste pour dire que le sujet de ce livre, au fond, pour moi, il s'est dégagé peu à peu, mais il était quand même clair d'emblée, c'est de montrer que la Grèce contemporaine est un pays multiculturel. Et qu'on croit encore que la Grèce est orthodoxe, qu'elle a un côté assez uniforme dans sa population, alors que c'est une illusion totale. C'est un pays contemporain aussi dans la composition de sa population. Alors c'est peut-être ça que j'ai voulu le plus montrer. Et à peu près, je dirais, presque la moitié des portraits sont des jeunes nés d'une vague d'immigration quelle qu'elle soit. Alors le premier portrait, je vais peut-être vous raconter un peu comment certains portraits, c'est le plus simple. Parce que j'ai été portée, si vous voulez, aussi par la manière dont les choses fonctionnent en Grèce, ou ne fonctionnent pas. Je l'ai fait très rapidement, c'est-à-dire que le fait de rassembler la matière a duré 2-3 mois, ensuite je l'ai créé en 2 mois, donc il a duré 6 mois ce livre, parce que je tenais à ce qu'il paraisse très rapidement. Je considérais que cette matière était périssable. En fait, elle n'est pas si périssable que ça, puisque la Grèce s'enfonce. Mais ce que vivaient les jeunes il y a une année, aujourd'hui c'est pire, ce qu'ils vivent. Donc, j'avais envie qu'ils paraissent rapidement. Alors, d'abord avec la photographe qui a fait les portraits, nous sommes allés tout au nord, à la frontière avec la Bulgarie et la Turquie, dans une petite ville qui s'appelle Orestiada. Parce qu'une des motivations de départ de ce livre, c'était toutes les nouvelles qu'on lisait, qu'on entendait sur ce mur ou ce grillage que la Grèce voulait ériger sur le fleuve Evros, qui sépare donc la Grèce de la Turquie, pour endiguer l'immigration massive qui arrive en Grèce.
Donc ça, c'était un choc total de se dire, ben voilà, encore un autre mur qui s'élève quelque part, mais là, vraiment en Europe. Et parce que, oui, enfin, je continue là-dessus. Donc nous sommes allés là-bas dans l'idée de rencontrer un jeune migrant. Donc il y a des centaines de milliers de jeunes migrants, ça c'est quand même une réalité, je trouve qu'on ignore trop souvent en Europe, qui arrivent en Grèce depuis quelques années, qui sont piégés dans ce pays par les accords de Dublin II, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. La Grèce ne les veut pas, eux ne veulent pas rester en Grèce non plus. Donc ils s'annoncent au poste de police le plus proche, ils n'ont aucun problème à le faire. On leur donne un papier qui leur permet pendant un mois d'être là plus ou moins légalement, et ensuite ils se perdent dans le paysage. Ils n'apprennent pas la langue, ils ne sont intégrés par aucune mesure, quelle qu'elle soit, ni sociale, ni pour les aider dans une recherche éventuelle de travail. Donc c'est un des drames contemporains mal connus, méconnus, je trouve, de la Grèce, parce qu'elle n'est pas soutenue dans ce problème par le reste de l'Europe. On a beaucoup parlé des problèmes de l'Italie par rapport à la Tunisie. On ne parle pas des problèmes de la Grèce face à cette vague qui vient à la fois d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Donc je me suis dit, allons rencontrer un jeune migrant là-bas. J'ai pris contact avec la police, un rendez-vous avec le chef de la police d'Orestiada pour pouvoir aussi suivre des patrouilles de police, parce que vous avez la Frontex, la police des frontières européennes qui patrouille là-bas, il y a énormément de policiers sur place. Évidemment, tout s'est effondré, le chef de la police n'était pas disponible, les patrouilles, il n'y avait pas un migrant, ce jour-là il pleuvait, donc on pataugeait dans la boue en attendant une silhouette hypothétique. Alors on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est rabattu sur la propriétaire, parce que le concept c'était 18 à 30 ans. Elle avait 30 ans, la propriétaire de l'hôtel où on logeait, qui s'est révélée, ça a été un portrait fait extrêmement rapidement, comme plusieurs du livre, pour des raisons, au fond, simplement de temps. Elle s'est révélée très intéressante, parce qu'elle est née de la même vague d'immigration que ma mère. Sa famille avait un hôtel de l'autre côté de la frontière, donc en Turquie actuelle, et cet hôtel qui s'appelait Canik accueillait les passagers de l'Orient Express. Donc déjà une clientèle cosmopolite, donc déjà un hôtel ouvert, si vous voulez, au monde. Ils ont dû, en 1922, les habitants de Old Orestiada ont dû franchir le fleuve avec tout cet échange de population, et ils ont créé Nea Orestiada à quelques kilomètres de leur ancienne ville. Et là, sa famille a réouvert cet hôtel qui s'appelle maintenant Vieni, et qui, au fond, accueille de nouveau une clientèle cosmopolite, c'est-à-dire les policiers de Frontex, qui logent dans cet hôtel. Donc, elle a épousé un jeune coiffeur qui a un salon de coiffure depuis des générations, ils ont un enfant. Cet hôtel est dans la famille depuis 5 générations, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle a l'exil en elle, si vous voulez. C'est qu'elle a peur, étant donné la crise économique, que sa famille, maintenant son couple, soit obligé de quitter Orestiada, parce qu'au fond, il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas d'activité. C'est une région qui est particulièrement sinistrée. Avant, dans son hôtel, elle avait aussi des personnes âgées qui venaient en bus, parce qu'en Grèce, on s'occupe très très bien dans des centres de jour des personnes âgées. On leur organise énormément d'activités qui sont en train maintenant aussi avec la crise évidemment de se dissoudre. Alors il y avait beaucoup de bus de personnes âgées qui venaient acheter des choses à moindre frais en Bulgarie et en Turquie, donc de l'autre côté de la frontière. C'était sa clientèle aussi. Donc moi j'ai trouvé intéressant de tomber sur cette jeune femme qui est issue d'une vague ancienne de migration. Ensuite, dans la même région, et là c'est une problématique peu connue des Grecs eux-mêmes, donc j'étais très contente de pouvoir la traiter, c'est au fond cette minorité musulmane de Thrace qui est grecque. Donc c'est une minorité religieuse, les Grecs ne veulent pas entendre parler de minorité nationale. Donc quand j'ai cherché des moyens auprès du consulat de Grèce en Suisse, des moyens financiers pour me soutenir et aussi des contacts, et que j'ai dit que j'allais, un peu naïvement à l'époque, m'intéresser à cette minorité musulmane, le consul a bondi sur sa chaise et m'a dit, si vous parlez de minorité, nous ne vous soutiendrons pas. Donc ça, c'est au XXIe siècle. Alors, nous sommes quand même allés là-bas, les Grecs nous ont dit, vous n'arriverez jamais à entrer en contact avec
les habitants d'une petite vallée qui s'appelle les Pomako-Horia, ça veut dire les villages des Pomaks, qui est en fait une vallée très intéressante au nord d'une ville, Xanthi, qui est une des principales villes de Thrace. Vous voyez là où c'est la Thrace, donc vraiment ça jouxte la Bulgarie. Orestiada est aussi en Thrace et jouxte également la Turquie. Alors là, on n'a eu aucun problème à rencontrer des jeunes Pomaks, notamment dans une taverne tenue par une famille. Et là, j'ai appris, pas par eux, parce qu'ensuite j'ai eu des contacts à Athènes, mais j'ai trouvé quand même sidérant de savoir que jusqu'en 1995, cette vallée était une réserve. C'est-à-dire qu'il fallait des permis pour entrer et sortir des villages. Et qu'ils étaient discriminés de manière assez systématique, les habitants, que ce soit dans leurs études, que ce soit pour acheter un terrain, que ce soit pour construire, etc., etc. La Grèce, sous la pression européenne, pour améliorer ses relations avec la Turquie, enfin, je n'ai pas fait des recherches fouillées là-dessus, a été obligée de changer d'attitude. Et aujourd'hui, il y a plutôt une discrimination positive à l'égard des jeunes Pomaks, et des jeunes turcophones, parce que c'est assez complexe. Donc, ils sont aidés dans leurs études. On peut aujourd'hui acheter, construire, etc., etc. Ils sont représentés aussi. Enfin, ils l'étaient déjà, mais ils sont représentés au Parlement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, dans cette minorité musulmane, vous avez les Pomaks. Je suis peut-être pas tout à fait claire, parce que c'est assez complexe. Hein. Les Pomaks, ils viennent originellement de Bulgarie, et ils parlent un idiome bulgare, qui est toujours aujourd'hui leur langue maternelle. Mais il y a aussi dans cette même vallée, et en Thrace en général, des turcophones d'origine, qui coexistent très très bien avec les Pomaks. Et puis, alors, le cliché veut que les Pomaks soient blonds, travailleurs et lents, je crois. Et que les turcophones soient évidemment peau mate, yeux noirs, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a des villages qui sont essentiellement habités par des Turcs, dont la capitale de cette petite vallée, turque d'origine, hein, mais vous voyez des Pomaks en même temps à chaque carrefour. Donc vous vous perdez dans un tissu de complexité que moi j'ai trouvé absolument fascinant, parce qu'ensuite j'ai rencontré à Athènes un jeune anthropologue qui a pendant 2 ans participé à un programme d'éducation destiné à cette population en Thrace. Donc j'ai pu donner plus d'informations, si vous voulez, un peu fouiller sur cette minorité. Voilà. Une autre minorité dont je voulais parler, parce que alors je l'ai beaucoup côtoyée sur l'île où j'ai une maison qui s'appelle Kea, qui est la première des Cyclades, c'est les Albanais. Donc il y a une minorité récente, mais très présente, qui est arrivée massivement dans les années 90, qui s'est installée. Les enfants sont toujours parmi les meilleurs élèves, ce qui a créé des problèmes avec les Grecs. Et aujourd'hui, une bonne partie est repartie. Alors j'ai trouvé intéressant de m'intéresser à qu'est-ce que c'est de cette minorité musulmane de se dire épirote du Nord. Parce que donc là aussi une grande complexité, si vous voulez. Beaucoup d'Albanais, pour mieux s'intégrer en Grèce, se disent épirote du Nord, c'est-à-dire d'origine orthodoxe en tout cas. Parce que vous avez toutes sortes de populations en Albanie qui vivent ou qui sont nées sur la frontière avec la Grèce, qui ont une appartenance floue. Certains étaient des bergers comment on appelle ça, qui nomadisaient, voilà, dans la région, etc. Enfin bon, là non plus, je donne quelques explications que je n'ai plus en tête, parce que ce livre a quand même paru il y a 6 mois, et puis je l'ai écrit il y a presque une année. Mais j'ai peu à peu compris, en faisant ce livre et cette recherche, pourquoi les gens sur l'île où je suis tiennent tellement à ce que leurs enfants aient un prénom grec, hein, ils s'appellent Nikos, Yorgos, Stéphanos, alors que ce n'est pas leur nom d'origine. Ils tiennent énormément à trouver un parrain orthodoxe pour accélérer l'intégration de leurs enfants, etc., etc. Donc même s'ils ne sont pas réellement historiquement d'origine orthodoxe, ils font tout pour avoir l'air, disons, d'appartenir à ces minorités albanophones, mais parfois orthodoxe. Et ça, alors j'ai rencontré un jeune, apparemment réellement épirote du Nord, à Paros. J'étais sur une Cyclade. J'étais en Thrace sur une Cyclade qui s'appelle Paros, que vous connaissez sans doute, à Kea où j'ai une maison, et à Athènes.
Qu'est-ce que je voulais encore dire qui me paraissait important? Je ne sais plus. Peut-être que je vous laisse poser Ange. Non? C'est trop rapide? Non, pas de souci. Voilà, enfin pour moi c'était un livre, je dis encore juste ça, c'est un livre rapide que j'ai eu besoin d'écrire parce que je trouve qu'au fond la Grèce contemporaine, alors différemment que vous, mais elle n'est pas connue, j'entends. Encore aujourd'hui on me dit bonnes vacances quand je vais en Grèce, malgré la crise, on croit qu'il fait toujours beau en Grèce, on ne connaît pas ces réalités complexes liées entre autres au multiculturalisme. Donc j'avais envie que tout ça soit mieux connu. Ce qui m'a frappé dans l'accueil du livre en Suisse, parce que jusqu'à présent il a surtout été accueilli en Suisse, c'est que les Suisses y sont beaucoup intéressés. J'ai eu énormément de réactions dans les médias, etc. Mais rien du côté grec. Hein. Donc il y a une grande diaspora grecque en Suisse, notamment en Suisse romande, à Lausanne et à Genève. Donc il y a pas mal d'organisations de Grecs. Pas une réaction. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant et significatif. Voilà. Merci beaucoup.